nous allons avoir ce matin une conversation en fait à quatre autour de la réalité virtuelle et la réalité augmentée, les usages qu'on peut en attendre, et puis également la manière dont peuvent arriver sur le marché ce genre d'offres complètement nouvelles. Vous allez découvrir pendant cette petite demi-heure qu'on va passer ensemble et qui sont poussées par des startups et la manière dont effectivement en plus on a pu avoir avec la startup de Stan qui vient de me rejoindre, une collaboration entre un grand groupe et une start-up naissante pour créer un nouveau projet. Alors en fait, ce nouveau projet et le produit qui vous sera présenté, qui illustrera un petit peu le propos de ce matin, il s'appelle Lynx. Notre but à nous tous ici, c'est de faire en sorte que quand vous allez taper Lynx dans un navigateur Google, ce ne soit pas un gros chat qui apparaisse, mais un casque de réalité augmentée. Et pour ça, donc, aujourd'hui, vous allez voir qu'on pousse ce produit sur de multiples cas d'usage. Alors, la différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, je vous la redécris très rapidement pour qu'on soit tous en phase ensuite sur la discussion qu'on va avoir. La réalité virtuelle, vous êtes plongé dans un monde qui, comme ça l'indique, est virtuel. Vous ne voyez pas, vous n'avez pas d'interaction avec ce qui se passe autour de vous. Alors que dans la réalité augmentée, en fait, vous avez une interaction avec votre réalité et on va venir ajouter des informations pour l'observateur de manière à lui augmenter sa vision, à lui donner des informations supplémentaires sur ce qu'il est en train de visualiser. Tout ça, ça se fait avec des dispositifs qui sont des dispositifs de masques de réalité virtuelle, masques de réalité augmentée. Et en fait, c'est surtout là-dessus qu'on a travaillé. Alors, je vous présente Stan Larocque, qui est donc l'inventeur du dispositif dont on va parler aujourd'hui. Et Stan, première question. En quoi Lynx est différent de ce qu'on connaît sur le marché aujourd'hui? Et on connaît notamment... les premiers qu'on a connus, c'était Google Glass, il me semble quand même. Alors effectivement, il y a eu les Google Glass qui sont sortis en 2013 et en fait la personne qui a inventé les Google Glass est partie travailler chez Microsoft et a développé HoloLens, que vous avez sûrement entendu parler d'HoloLens, vous l'avez peut-être même déjà essayé en salon ou dans vos bureaux. Et en fait, c'est un système, ce qu'on appelle de l'optical see-through, c'est-à-dire que c'est une visière. C'est le même principe que ce qu'on peut trouver dans certains avions de chasse, peut-être. On en parlera un peu après. Mais le principe qu'on utilise, nous, c'est du vidéo see-through. C'est-à-dire que le masque qu'on a développé, que j'ai créé, qui est par terre là, c'est une boîte noire, pareil, que vous mettez sur la tête, mais avec des caméras situées en face de vos pupilles qui restituent la réalité à l'intérieur du masque. Donc, est-ce qu'en régie, on peut avoir l'image de la VR, s'il vous plaît? Non, on va le faire après. On va le faire après, mais pour que ça se lance. Donc voilà un peu on utilise une approche complètement différente. Et une des différences majeures, notamment, c'est que vous pouvez peut-être déjà voir à l'écran, c'est le champ de vue, qui est de 100 degrés, alors que chez la concurrence, que ce soit Magic Leap ou HoloLens, on est plutôt sur du 30 ou 40 degrés de champ de vue. Pour avoir une référence, le champ de vue humain, c'est entre 200 et 220 degrés. Voilà. Ok, alors justement, là on a commencé à poser un petit peu le dispositif et effectivement on parle toujours d'un point de vue technique de dispositif dans ce genre de choses et on va revenir puisque tant qu'à faire, on a décidé de vous faire une démo en live de ce dispositif. Voilà. Et quand même, avant qu'on fasse cette démo, la rencontre entre une start-up comme la tienne, et d'ailleurs, comment est-ce qu'elle s'est fondée cette start-up, un groupe comme un autre, et puis d'ailleurs, c'est peut-être le moment aussi que Guillaume se présente. Alors, le général Gelé, Guillaume Gelé, je t'en prie. Guillaume. Bonjour. Je suis donc Guillaume Gelé. Vous avez vu sur la photo tout à l'heure que quelques années auparavant, j'avais l'uniforme. J'ai passé 35 ans dans l'armée de l'air, où j'ai été pilote de chasse, j'ai été pilote d'essai. Je me suis occupé du programme Rafale, ce qui vous donne une petite idée d'un esprit tourné vers l'innovation. Et puis ensuite, j'ai poursuivi ma carrière. J'ai terminé comme commandant des forces de combat de l'armée de l'air. Et il y a 2 ans maintenant, 2 ans et 3 mois, j'ai croisé Stan lors d'un dîner. Alors, une rencontre comme ça, c'est un hasard. C'est un hasard qu'il faut saisir. Je croise Stan qui était là avec des amis.
Et puis, il nous montre son bricolage du moment. C'était un joli bricolage avec du joli scotch, du joli carton. Enfin, c'était quand même un bricolage. Et en mettant ça sur le nez, je me suis dit, mais Sat, si j'avais eu ça il y a 20 ans, c'est extraordinaire les progrès qu'on aurait pu faire en formation, en simulation. Et j'ai commencé à discuter avec Stan. Et ça m'a quand même pas mal intéressé. J'ai vu que ce jeune garçon de 22 ans avait une réelle connaissance de ce qu'il était en train de créer du point de vue technique et une assez grande absence de ce à quoi ça pouvait servir. Donc on s'est mis à deux et on a décidé de l'aider. Et en discutant, en regardant, en examinant le potentiel, on a même décidé de créer une société autour de ça. Et puis cette société ensuite a vécu pendant 2 années. Voilà le début. Donc c'est un hasard, mais c'est un hasard qu'il faut savoir attraper. Oui, alors en plus, de notre côté, nous on avait la chance à ce moment-là d'avoir Stan comme stagiaire. Et comme quand il nous a présenté effectivement son projet, on lui a dit bon écoute, passe une partie quand même de ton stage à travailler sur ton projet parce que quand même ça nous intéresse. Et effectivement, il a monté sa start-up qui finalement s'est retrouvée incubée dans le lab de GFI. Et la suite de l'histoire, c'est qu'effectivement, maintenant, nous sommes associés puisque GFI a décidé d'investir également dans ce dispositif et de devenir actionnaire de la start-up de Stan. Stan, tu as peut-être un mot à raconter aussi sur cette histoire et la manière dont, effectivement, ça se croise. Oui, vraiment, j'ai bricolé ça sur un coin de table, un peu comme Guillaume et Jean-François vous l'ont dit. Bon, aujourd'hui, ça ressemble moins à un bricolage. C'est quelque chose de vraiment industriel où il y a des cas d'usage qu'on trouve aussi bien dans l'industrie lourde. Un de nos clients, c'est la SNCF typiquement aujourd'hui, mais on travaille aussi bien avec des chirurgiens, notamment le professeur Nataf qui est là. On en parlera juste après. Mais oui, c'est parti sur un bricolage de stagiaires, de fin d'études, d'ingénieurs. Et au final, GFI a pris le pari en voyant le potentiel de l'innovation, tout comme Guillaume a vu le potentiel en le mettant sur la tête il y a 2 ans. Et ça s'est fait de manière très humaine. Même si GFI est un grand groupe, ça s'est très très bien goupillé. La cellule innovation m'a bien accompagné financièrement pour développer le masque, mais aussi au niveau de leurs équipes, leur savoir-faire technique m'a bien aidé. Alors bon, puisqu'on parle de ton dispositif depuis tout à l'heure, je pense qu'il va falloir que tu montres. Alors je te laisse faire le tour et je raconte un petit peu la suite de l'aventure quand même. Alors juste petit aparté, ce que vous allez voir quand la régie va remettre l'image VR, ça en fait c'est ce que je vais voir, c'est ce qu'on voit dans l'œil gauche du masque. En réalité, il y a 2 images, œil gauche, œil droit, et là à l'écran je vous ai mis que l'image de l'œil gauche. Alors en fait, juste pour vous raconter un petit peu aussi l'histoire et la scène qu'il y a derrière, c'est qu'au départ, quand Stan décide de créer ce dispositif, il le fait avec un casque de réalité virtuelle et rajoute des caméras dessus. C'est un casque de réalité virtuelle qui existe. Sauf que le fabricant de ce casque de réalité virtuelle, pendant cette aventure, dépose le bilan. Et donc on se retrouve planté parce qu'on ne peut pas lancer la fabrication du dispositif. Donc du coup, on se dit, ça ne doit pas être bien compliqué de fabriquer un casque soi-même. Et donc, on se dit, essayons de créer la chaîne électronique qui va derrière. Et si on arrive à créer cette chaîne, c'est qu'on aura réussi. Donc ça a mis quand même un petit peu de temps. Mais en l'occurrence, après quelques semaines de travail sur la chaîne électronique, avoir acheté des centaines d'écrans, etc., on s'est dit, finalement, il suffit, il n'y a plus qu'à créer les pièces plastiques qui vont derrière, et puis ça va être facile. Les pièces plastiques qui sont derrière, en l'occurrence, il y a 72 pièces qui ont été modélisées derrière, et l'intérêt du coup de ce que vous voyez ici, c'est que Stan est possède complètement toute l'IP sur le casque, et que le casque permet effectivement va pouvoir être upgradé et on peut rajouter des capteurs dessus, on peut faire plein de choses par la suite. Alors Stan, maintenant il faut que tu parles un petit peu et que tu racontes ce qu'on voit à l'écran et toutes les innovations qu'il y a effectivement dans le dispositif. Alors vous voyez plusieurs choses à l'écran, je pense que vous avez un peu compris ce qui s'est passé.
Vous voyez qu'en bas à gauche, il y a une image en noir et blanc. Ça, en fait, c'est ce que les algorithmes à l'intérieur du masque voient en temps réel. Il y a plein de petits points rouges. En fait, on va chercher des points caractéristiques sur l'image, et ça va nous permettre de savoir comment vous bougez votre tête, comment vous vous déplacez dans l'espace, dans un environnement inconnu, typiquement une usine ou tous les environnements industriels qu'on peut trouver. Et en plus, grâce à ce scan, en fait, on peut trouver la main de l'utilisateur, être capable, là, du coup, pour la démonstration, pour vous montrer de manière extrêmement visuelle, on peut dessiner dans l'espace des hologrammes. Donc ça veut dire que non seulement vous pouvez voir des objets virtuels 3D qui n'existent pas, donc des modèles 3D virtuels, et en plus vous pouvez interagir avec. C'est-à-dire que une des démonstrations qu'on a faites par exemple au salon de l'auto, c'est vous entraîner sur un vrai moteur avec des outils virtuels. Et vous entraînez, et donc en termes de formation professionnelle, c'est assez énorme. Je vous laisse imaginer le potentiel, et maintenant peut-être que Patrick peut parler un peu de ce que lui a vu d'un point de vue de la médecine, enfin de la télémédecine et de la chirurgie. Enfin, il y a juste quand même un petit point à préciser là, sur les fameux points rouges que vous voyez et le SLAM, parce que techniquement, on pourrait se dire que repérer des points comme ça, finalement, ça sert à quoi? En fait, ces points rouges, ils permettent de précisément connaître la position de l'utilisateur dans l'espace. Et pourquoi c'est important de connaître la position de l'utilisateur dans l'espace? Parce que ça permet de faire plein de choses que sinon on ne pourrait pas faire avec ce genre de dispositif. Un des cas d'usage, par exemple, ce serait de visualiser dans un bâtiment, par exemple, le câblage qu'il peut y avoir dans les murs et des choses comme ça, ou la tuyauterie, pour faire, par exemple, la maintenance de ce bâtiment. Sauf que si vous ne connaissez pas exactement la position de l'utilisateur dans l'espace par rapport aux murs, etc., en fait, vous allez projeter le câblage, les tuyaux, n'importe où. Et pire, si même en admettant que vous ayez réussi à projeter les câbles dans les murs, si vous déplacez par la suite, ces câbles ils vont se déplacer avec vous. Et d'ailleurs, vous avez vu que quand Stan écrivait dans l'espace, ensuite il peut bouger autour de ce qu'il a écrit, il peut pivoter autour de ce qu'il a écrit et il peut observer des objets sur plusieurs angles. Pour ça, il faut absolument connaître la position très précise de la manière dont l'utilisateur se déplace. Ça ne peut être fait que par le SLAM. Le SLAM, ce sont des algorithmes qui utilisent la caméra vidéo, mais aussi des capteurs. Ah oui, le SLAM, c'est pas grand corps malade. C'est Simultaneous Location and Mapping. C'est important de le préciser, je pense que c'est pas... voilà, effectivement, c'est un peu le problème optique que vous voyez là, enfin le problème géométrique où on va essayer de vous trianguler dans l'espace. C'est un peu ça. En soi, c'est simple, le principe est simple, mais ça m'a pris 1 an de faire ça. Voilà. La réalisation est un peu plus complexe. Alors, justement, en termes de R&D, t'en es où aujourd'hui? Est-ce que tu considères que tu as terminé, que le dispositif est terminé? Est-ce qu'il est utilisable comme ça, ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Alors, la R&D, on ne s'arrête jamais, hein, surtout qu'en innovation, on ne va pas se contenter de ça. Donc là, aujourd'hui, on commence à livrer des clients. Je vous ai parlé de la SNCF, il y a aussi d'autres cas d'usage qu'on adresse. On commence à livrer des clients sur des quantités unitaires hein, pour que les développeurs puissent tester. Et après, d'ici 6 mois, on passe en mode industriel. Donc on commence le mode de production de petites, moyennes séries pour adresser le marché, en fait, qui est naissant et qui s'apprête à être, mine de rien, assez énorme. Alors, on parle du marché. Guillaume, je me tourne vers toi. Tu as vu ce type de dispositif, comme tu le rappelais tout à l'heure, depuis un moment. C'est quoi le marché, en fait? Qu'est-ce qui peut être visé avec ce type de dispositif aujourd'hui et qui ne pouvait pas l'être peut-être auparavant? Alors, la première chose que j'ai vue en termes chronologiques, c'est la simulation. Vous imaginez un simulateur d'avion de combat, vous mettez autour de la cabine tout un dispositif qui permet de projeter un monde réel. Ce dispositif fait que un simulateur Rafale, c'est, n'ayez pas peur, 300 millions d'euros. Et sur ces 300 millions d'euros, il y a un gros paquet de dizaines de millions d'euros qui ne sont que ce dispositif de projection, avec de la réalité augmentée, la possibilité de découper ce que vous voulez, c'est-à-dire que dans l'image que vous avez là, vous pouvez très bien découper une partie dans laquelle vous allez montrer le réel, et sur le reste, vous allez montrer le simulé. Et comme le masque sait en permanence où il est, où il regarde, et il a les capteurs qui vont bien pour être réactif, vous pouvez, au lieu d'avoir toute une sphère autour
de votre avion de combat, vous pouvez, enfin de votre simulateur d'avion de combat, vous pouvez avoir juste l'image. Cette idée de simulation, vous pouvez la porter absolument où vous voulez. Et donc, un tel dispositif remplace des dispositifs de projection qui sont extrêmement onéreux. Mais ayant été dans le développement de l'avion Rafale, j'ai été un petit peu quand même en contact avec des industriels, un petit peu spécifiques, je suis d'accord, les industriels de l'armement, mais c'est quand même dans l'industrie que je vois la grande majorité des applications. Vous pouvez, cette image-là, vous pouvez la transporter absolument où vous voulez, et vous pouvez avoir un spécialiste qui va être dans son bureau, qui va être en vacances, qui va être n'importe où, et qui, lui, va pouvoir aider le technicien sur place, parce qu'il va recevoir l'image de la part du technicien, et il va lui montrer sur son écran de spécialiste, il va simplement montrer avec sa souris, avec son doigt, avec ce qu'il veut, ce que le technicien doit faire. Il peut lui faire apparaître des listes de checklists, il peut aider et porter sa connaissance vers le technicien qui est sur le terrain. Stan parlait de la SNCF. Vous imaginez le temps gagné par la SNCF s'ils n'ont pas besoin d'amener le technicien sur le transformateur qui est en panne, l'aiguillage qui ne fonctionne pas. Donc il y a tous ces aspects de maintenance à distance que l'on peut rajouter dessus. Vous avez bien sûr, donc, avec la simulation, vous pouvez également faire de la formation. Vous pouvez former chez Peugeot quelqu'un sur un moteur qui n'existe pas encore. Il est en modèle 3D, vous le faites apparaître dans une voiture qui, elle, est réellement là, et il peut commencer à s'entraîner à faire la maintenance. Et surtout, et ça c'est mon problème depuis 2 ans, nous sommes amenés à expliquer ce que fait le dispositif de façon à ce que chacun des utilisateurs potentiels puisse, lui, imaginer ce dispositif comme solution à son problème. Et là, vous rentrez en jeu en disant, mais moi, mon problème, c'est ça. Est-ce que Lynx peut m'aider à faire ça? Et puis, il y a un domaine évident qui est la médecine. Patrick, je pense qu'effectivement, c'est le moment que tu te présentes. Effectivement, bon, je suis Patrick Nataf, je suis chirurgien cardiaque, je suis le chef de service de chirurgie cardiaque à l'hôpital Bichat, mais je suis également directeur avec Dr Boris Ancel du centre de responsabilité santé connectée à l'hôpital Bichat. En fait, la santé numérique, c'est important. Je vous rappelle que la santé, c'est quand même 12% du PIB. Donc c'est un grand domaine et là, la santé commence à s'initier au numérique. On est très très en retard et en rendant visite à Jean-François Gaudy pour des projets innovants de santé numérique dans le lab, Jean-François me présente Stan avec son casque et il me dit « Qu'est-ce que tu penses de ce casque? Quel intérêt il y aurait pour la médecine ?» Stan n'en savait rien. Moi, c'était la première fois que je voyais un outil qu'on avait imaginé il y a plus, comme Général Gelé, il y a plus d'une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, en se disant si on avait ça, on pourrait progresser nettement plus rapidement. Alors, dans le domaine de la chirurgie, j'ai tout de suite vu l'utilité. L'utilité, c'est l'apprentissage des chirurgiens. 15 à 20 ans pour former un chirurgien cardiaque. Pourquoi? Parce qu'il faut leur apprendre geste par geste. Tout geste inutile est dangereux, mortel, et donc il fallait les former. Il faut les former tout doucement, très progressivement, et il leur faut plusieurs années. Avec un casque de réalité augmentée, en fait, le professionnel, l'expert, peut guider la main. Vous avez vu comment la main pouvait être remplacée par la main virtuelle. En fait, en prenant une intervention, on peut faire cette intervention à un jeune inexpérimenté qui pourra la reproduire des centaines, des milliers de fois jusqu'à qu'il aura l'acquisition de la gestuelle, l'acquisition de la manière d'opérer. Et on va même plus loin, parce qu'il y a aussi des experts dans certaines spécialités chirurgicales qui pourraient reproduire ces spécialités, ces techniques chirurgicales très spéciales à d'autres spécialités. En fin de compte, on pourrait apprendre à quelqu'un moins expert, mais qui est déjà chirurgien, la stratégie thérapeutique, comment manier aussi bien les outils que l'intellect, c'est-à-dire comment guider une intervention qu'il ne sait pas encore faire. Donc tous ces domaines, on voit en fait que c'est sans limite, parce que là je parle que de la chirurgie, on parle de la chirurgie cardiaque qui est la technicité la plus recherchée dans le domaine chirurgical, mais si on y arrive en chirurgie cardiaque, ça veut dire qu'on y arrivera dans toute la chirurgie.
et en plus de la médecine. On parle de plus en plus de téléconsultation, téléexpertise. En fin de compte, comment guider un médecin qui va examiner un malade ou même une infirmière qui va voir un patient et qui sera à distance d'un expert, et l'expert pourra lui donner tous les conseils et même l'aider à manier, par exemple, un échographe. Il pourra lui dire, tu prends la sonde d'échographe, tu la tournes, tu vois, et on verrait les images d'échographie à distance, tout ça grâce à cette réalité augmentée. Donc pour nous, en médecine, c'est sans limite. C'est sans limite, et c'est pour ça que je suis extrêmement intéressé de travailler avec ça. On a déjà commencé à faire des interventions virtuelles. Justement, vous étiez au Québec il n'y a pas longtemps ensemble. Alors Montréal, c'est une grande expérience, parce que ce qu'on voudrait, c'est arriver à faire outre-Atlantique une intervention. C'est-à-dire guider les chirurgiens de Montréal ou les chirurgiens de Montréal nous guider sur certains types d'opérations. On pourrait échanger ainsi en direct et éventuellement, même de Paris, arriver à faire une intervention qu'ils ne font pas à Montréal ou de Montréal nous aider sur certains types d'interventions. Ça, c'est ce qu'on a mis au point avec Stan. Ça se développe et je pense que dans le monde entier, ça pourra se développer. Donc, vous voyez, j'ai du mal, moi, à titre de chirurgien, à voir les limites de ces techniques qui, pour nous, révolutionnent la médecine. Et juste pour finir, pour la petite histoire, là, on voit que c'est vraiment l'innovation. Quand j'ai rencontré Patrick, j'étais le premier à dire « Ah non, mais je peux pas prendre la responsabilité que tu mettes mon masque sur la tête, si l'écran s'éteint quand tu fais de la couture, bon, c'est un problème. » Et il m'a dit « Mais viens voir ce que je fais. » Et donc du coup, moi, ingénieur, je me suis retrouvé la semaine d'après à 7h du matin, en bloc opératoire, à regarder une opération à cœur ouvert. Donc j'ai compris leur métier, je suis incapable de refaire quoi que ce soit, mais je comprends au moins ce qui se passe. Et donc du coup, en fait, on peut peut-être parler de recherche UX un petit peu, dans le sens où, comme on comprend mieux leur métier, on peut leur faire une interface dédiée beaucoup plus poussée, en fait. Et ça aussi, c'est la chance que j'ai eue avec Patrick, qui m'a tout de suite emmené à Bichat et puis ensuite à Montréal pour faire ces expériences sur le terrain, en fait. Alors d'ailleurs, il y a une vidéo que vous avez filmée la semaine dernière. On a beaucoup hésité à vous la projeter ce matin. On s'est dit qu'à 9h du mat, l'opération à cœur ouvert, elle était peut-être un peu violente pour le public. Donc, par contre, on a la vidéo ici, et comme on a un stand au-dessus pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir nous voir et vous pourrez regarder ce que ça donne effectivement de voir le professeur Nataf avec le casque réaliser des gestes techniques pour le coup lors d'une opération. Guillaume, pour aller, on se dirige vers la fin de cet entretien. De ton point de vue, c'est quoi la suite des opérations et comment ça va fonctionner d'un point de vue justement industriel, cette histoire qu'est-ce qu'on espère derrière et qu'est-ce qu'on veut continuer à développer ici? Pour ma part, je suis extrêmement confiant, extrêmement positif sur la possibilité de développer, mais avec des industriels, donc j'ai cité la SNCF, mais il y en a d'autres qui sont intéressés, de développer avec eux l'outil dont ils ont besoin. Et comme le disait Patrick Nataf, on a avec Lynx, on a un outil qui, à ma connaissance, alors je ne sais pas tout, enfin j'ai quand même cherché, n'existe pas encore sur le marché. C'est-à-dire que les grands groupes qui font ce genre de périphérique ne l'ont pas encore sorti. C'est une surprise pour moi, j'en suis heureux, je suis extrêmement fier d'avoir croisé Stan qui a été capable de faire ça, mais il y a un potentiel de développement, une partie que je connais, que j'ai évoquée et dont je suis, sur laquelle je suis très confiant, et toute une partie que je ne connais pas encore. Et là, pour faire face à tout cela, il va falloir quand même qu'on étoffe un petit peu la société. Nous sommes 2 pour l'instant, c'est pas beaucoup, malgré l'aide extrêmement efficace de GFI. Et je pense que le premier marché à adresser, c'est l'industrie. Et donc, ouais, pour nous, je fais une petite parenthèse, évidemment, derrière ces devices, et derrière le système d'exploitation qui a été écrit par Stan et qui permet donc de faire tourner ces caméras, d'envoyer l'image sur l'écran, enfin sur les écrans en l'occurrence, de toute la partie optique. Donc vous voyez qu'il y a une partie logicielle et une partie optique et une partie matérielle dans cette histoire. Mais derrière la mise en place des cas d'usage,
elle passe aussi par du développement de progiciels dédiés à ce genre de device, et c'est là-dessus que nous, évidemment, on se positionne, même si on a certainement beaucoup de choses à continuer à faire avec Stan. Stan, je pense que je vais te laisser le mot de la fin, la suite pour toi, et ce qui reste encore à développer pour que tu sois content du dispositif. En fait, pour terminer, on ne l'a pas trop évoqué, mais le dispositif, il faut comprendre qu'on maîtrise toute la chaîne de A à Z. C'est-à-dire que ce que vous avez vu à l'écran, le software, c'est notre propriété, mais le hardware aussi. C'est-à-dire que le design du masque, la manière dont sont agencés les composants à l'intérieur, le sourcing des composants à Taïwan et à Shenzhen, tout ça on maîtrise de A à Z. Et on est les seuls en France à faire notre masque à nous. On n'est pas sur une base existante des masques que vous voyez à la Fnac ou chez Darty. On maîtrise toute la chaîne de A à Z. Et ça permet d'être assez confiant du coup sur la partie industrielle. Et surtout, comme on maîtrise tout le logiciel, en plus il est portable. Alors là, pas aujourd'hui pour avoir le retour sur écran, le futur sans fil, on l'a pas encore. Mais on a un dispositif vraiment portable. Quand je fais une démo à des ingénieurs, ils cherchent le PC sous la table. En fait, le PC, il est là. Et donc là, il est un petit peu plus gros pour avoir le retour sur écran, mais normalement, le PC est à la ceinture de l'opérateur. Donc voilà, on maîtrise tout ça. Je suis plutôt confiant sur la suite, vu ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières années. Voilà. Merci. On peut éventuellement se retrouver sur le stand où vous aurez l'occasion de regarder de plus près ce dispositif, voire même de l'essayer. Merci. Merci beaucoup. Merci.